quand on est alité toute la journée, on a tendance des fois à regarder un peu vers le haut comme ça. Ouais. Et là, il y a ce plafonnier qui était là, comme ça, qui éclairait bien toute la pièce, et que je regardais. Puis à un moment donné, j'ai dû... Enfin, c'est mon interprétation, peut-être que c'est faux, mais c'est comme si j'allais un peu m'assoupir. Mais j'ai eu comme une intuition, peut-être, de ce plafonnier qui me tombait dessus. J'oublie ça pour l'instant, et la journée se déroule normalement aux urgences. Et ce qui se passe en fait pendant la nuit, c'est que j'entends un gros boom comme ça. Elle me dit, ah, ça c'est dingue, il y a le plafonnier là, qui est juste à côté de votre lit, là, comme ça. Là. Puis moi, j'ai fait des grands yeux comme ça. Elle me dit, ouais, déjà, c'est pas commun qu'un plafonnier tombe pendant la nuit, sans raison, comme ça. Et là, moi, j'ai commencé un peu pour être honnête avec toi, à flipper un peu. Je me suis dit, mais je commence à avoir des prémonitions, ça me stressait un peu. Il faut dire qu'il y a 13 ans en arrière, moi, tout ce qui était spiritualité, intuition, fallait pas trop m'en parler. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Raphaël. On va parler un petit peu de son parcours, de sa sensibilité, comment est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il était hypersensible. Ça n'a pas toujours été comme ça. Vous allez voir que son parcours est vraiment intéressant. On regarde tout ça avec lui maintenant. Alors pour commencer, tu me disais que tu as été piqué par un tic, c'est une longue histoire. Est-ce que tu arrives à raconter un petit peu? Oui, je vais essayer de faire court parce qu'elle peut être très longue, mon histoire, mais en gros, j'étais en une fête de famille dans un refuge près de la forêt, tout ça. Puis bon, il y avait beaucoup de monde, fête sympa et tout ça. Puis le soir, je rentre et je tiens à dire qu'à aucun moment j'ai remarqué qu'un tic m'était grimpé dessus. Mais du coup, quelques semaines après, je commençais à avoir des symptômes un peu bizarres que j'ai jamais eu avant. Un orgelet sur l'œil, une fatigue très 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 prononcée, des maux de dos quand je me baissais pour ramasser quelque chose par terre. Mais bon, j'ai pris chaque symptôme séparément, on les a traités et puis bon, après ça s'est allé mieux. Jusqu'à un jour où ça a un peu dégénéré, c'est-à-dire que à l'époque, donc je suis papa de 2 filles et ma fille cadette est née il y a 13 ans, bientôt 14. Et quelques jours après sa naissance, un soir, je me suis senti super mal. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu aller aux toilettes parce que j'avais vraiment une envie de vomir, un peu envie d'aller aux toilettes pressantes, on va dire, un peu style gastro, donc le truc bien on ne peut pas ignorer, quoi. Ouais. Et voilà, il ne se passe rien, je me recouche, mais je me sentais hyper mal, vraiment comme si j'allais faire un malaise. Et puis à ce moment-là, j'ai un peu été pris d'une panique. C'était pas encore trop tard, j'ai appelé mes parents, j'ai mon beau-père qui est venu m'a dit « Ah mais tu stresses à cause de la naissance, ça faisait que 5 jours que ma deuxième fille est née, mais bon c'était quand même la deuxième, donc j'avais un petit peu d'expérience quand même. » J'étais là, non, j'ai pas l'impression, mais bon peut-être que oui, peut-être que c'est ça, un peu de stress. Il m'a dit « Mais calme-toi », ils m'ont donné un petit truc pour me calmer, tout ça, je me suis endormi, donc très bien. Et tout d'un coup, je me réveille, les symptômes encore plus puissants, c'est-à-dire vraiment là, j'ai l'impression que je pouvais vomir, mais instantanément. Et là, je me suis levé, j'ai fait, je pense, 2 ou 3 pas et je me suis évanoui. Je suis carrément tombé, blackout total. Quand je suis revenu à moi, je me suis réveillé, j'avais très mal juste derrière la tête. Et en mettant ma main derrière la tête, j'avais du sang. Donc en tombant, je me suis ouvert un peu le crâne. Là, alors, mode panique, 300%. Ouais. Je vais heureusement, comme je disais, mon ex-femme était à ce moment-là en clinique avec le bébé, mon autre bébé, j'avais le téléphone sur la table de chevet, heureusement, et là, j'ai appelé le 144 directement. Ouais. Et puis, j'ai appelé aussi mon frère qui est pompier et tout ça, puis qui a l'habitude d'intervenir en pleine nuit. Et puis bon, l'ambulance, je leur ai expliqué ce que j'avais, tout ça, ils sont rapidement arrivés. J'ai été pris en charge. Et là, une des choses que je tiens à dire, c'est que l'ambulancier a pris mon rythme cardiaque et il me dit « Ah, mais vous êtes un grand sportif, un sportif d'élite ».
Moi, je dis non, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, mais plus autant il y a 13 ans en arrière et encore moins maintenant. Ouais. Et je lui dis, mais pourquoi vous me dites ça? Il me dit, mais vous êtes à 35 pulsations par minute, quoi. J'étais là, j'étais le premier surpris, je ne comprenais pas trop. Bon, ok, très bien. Ah ouais, c'est très bas. C'est très bas. Et d'ailleurs, ils étaient deux, donc l'ambulancier et l'ambulancière. Elle était un peu suspicieuse, en mode, bon, de toute façon, on va vous amener au CHUV. Vous allez faire un check-up. Donc voilà, tout ça, on va voir comment ça va se passer. Donc on m'amène au CHUV. Là, en fait, ce qui fait que j'étais en mode panique, le fait d'être pris en charge m'a grandement rassuré. Et je pense que ça m'a aidé aussi à me détendre et tout ça. Puis bon, j'arrive au CHUV et là, on me fait passer un électrocardiogramme. Et l'électrocardiogramme était vraiment bizarre, c'est-à-dire que normalement il est plus ou moins stable, et là ça oscillait entre beaucoup de pulsations par minute à très peu, il était vraiment pas normal, on va dire ça comme ça. Mais là, comme j'avais une grosse ouverture sur le crâne, on devait recoudre mon crâne, donc une des personnes a fait le nécessaire. Et quand c'était plus ou moins fini, donc c'était assez douloureux comme intervention, parce qu'on ne peut pas tellement anesthésier là-haut, on va dire, à part si on endort complètement la personne. Mais vu mon cœur qui n'était pas au top, je ne pense pas que c'était prévu qu'on m'endorme pour ça. Donc voilà, bref, tout d'un coup, je sens que j'avais hyper froid, vraiment un froid mais glacial. Je me mets à trembler. Je dis à la personne qui s'occupait de moi, l'infirmière, je lui dis... je ne sais pas, vous avez baissé la clim et tout ça, et là, tout commence à être la panique autour de moi, tout s'active, je finis au bloc opératoire, je ne comprends absolument rien de ce qui m'arrive, mais je me dis, bon, je suis au CHUV, ils savent ce qu'ils font, on va se calmer, hein, on va les laisser faire. Et à ce moment-là, donc, je me retrouve au bloc, avec un peu comme chez le dentiste, avec la grosse lumière là, qui vous éclaire et tout ça. Et puis, c'était un peu au milieu de la nuit, quoi. Je pense que ça devait être plus ou moins autour des 2 h du matin. J'étais extrêmement fatigué, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Mais la personne, l'infirmière qui s'était occupée de moi, recoudre le crâne, en fait, je lui donnais la main à ce moment-là. Et puis, elle me disait, mais donnez-moi la main. Et je ne comprenais pas trop pourquoi au début. Mais elle n'arrêtait pas de m'appeler soit par mon prénom, soit par mon nom pour capter mon attention. Et puis bon, au bout d'un moment, j'étais tellement épuisé que je dis, mais laissez-moi dormir, quoi. Ça ne va pas vous déranger. Et là, il y a quelqu'un qui limite me crie dessus, qui me secoue méchamment, en me disant, non, si vous vous endormez, vous n'allez pas vous réveiller. Ouais. Alors là, le choc total, grosse montée d'adrénaline. Je réalise à ce moment-là que je suis en danger de mort, hein, pour dire les choses telles quelles. Ouais. Et là, du tac au tac, je dis aux gens qui tournaient autour de moi, je dis, écoutez, c'est pas mon genre de donner des ordres, mais là j'étais en mode, écoutez, vous faites ce que vous voulez, j'ai 2 filles, je dois survivre, je dois vivre, je ne peux pas les abandonner, moi je vais faire tout ce que je peux pour m'accrocher, mais vous faites votre travail et je ne me plaindrai pas, je ne vais pas geindre si c'est un peu douloureux et tout ça. Et ils m'ont dit merci pour votre coopération, on comprend tout ça. Puis après, je serrais de toutes mes forces la main de l'infirmière. Puis je m'excusais encore de dire je pense que je vous fais super mal. Elle me disait non, mais vous ne serrez pas si fort que ça parce que les forces, elles m'abandonnaient gentiment, quoi. Donc, mais bon, toujours est-il qu'à ce moment-là, je sentais qu'il faisait des choses sur moi, manipulait. Mais là, on ne savait pas encore que tu avais la maladie de Lyme. Non, exactement. En fait, à ce moment-là, comme je ne savais pas que j'avais été piqué par un tic, je ne savais pas que j'avais contracté cette maladie. Et moi, je pensais à un problème peut-être cardiaque, parce que j'avais bien compris qu'avec le rythme à 35, l'électrocardiogramme qui était un peu... pas tout à fait normal, pas du tout même. Mais j'en savais rien à ce moment-là, effectivement, donc j'avais aucun moyen de le communiquer à qui que ce soit. Mais là, tout d'un coup, je sens qu'on me... Alors bon, désolé pour les détails, pas très sympa, mais on me passe quelque chose dans la veine, dans le cou. Et puis on m'avait un peu écarté les bras, puis je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, mais bon, ils n'avaient pas le temps de me dire ce qu'ils faisaient dans l'urgence. Mais je sens quelque chose qui glisse en moi, qui va dans le bras, quoi, qui était quand même assez douloureux, très, 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 très désagréable. Et puis au bout d'un moment, je dis, mais vous faites quoi? Tout ce qu'on me répondait, c'est restez calme, on s'occupe de tout, nous gérons la situation, restez calme, comme ça c'est parfait, ne bougez pas, bougez le moins possible. Et puis je sens le même objet, j'ai envie de dire, qui se retire. Puis là, je me dis, mais je deviens fou, quoi, c'est pas possible, je ressens des choses. Mais après, j'ai compris, je vais expliquer qu'en fait, c'était un pacemaker
qu'on était en train de m'introduire par la veine, quoi. J'imagine la carotide, bon j'ai pas tous les détails, hein, mais par une des veines. Je pense peut-être pas par la carotide vu que le débit, j'imagine c'était une autre veine, mais bref, un petit pacemaker qu'on voulait, que les médecins donc, devaient glisser sur mon cœur pour remettre un rythme cardiaque régulier. Et ça je l'ai compris bien entendu après. Mais une fois que c'était en place, où je les ai entendus dire « Ah voilà, c'est bon », je ne savais pas du tout de quoi ils parlaient à ce moment-là, qu'est-ce qui est bon. Et là, en fait, j'avais un rythme cardiaque qu'ils ont stabilisé à 70, parce qu'en général, on dit que c'est entre 60-90, je crois, plus ou moins, les pulsations par minute. Donc à 70, j'étais bien. Et à ce moment-là, j'étais, en tout cas provisoirement, enfin on va dire tiré d'affaire, vu que je suis là aujourd'hui pour t'en parler. Hein. Mais à ce moment-là, pour moi, j'avais l'impression que c'est bon, j'étais sauvé et tout ça. J'ai su après que je n'étais pas encore 100% safe, si je puis dire ça comme ça. Mais après, on m'a mis en chambre, mais aux soins intensifs au CHUV. C'est la première fois de ma vie que j'allais aux soins intensifs au CHUV. Je me suis retrouvé dans une chambre tout seul. Alors des fois, on est content hein, quand on est hospitalisé d'être dans une chambre tout seul. Là, j'étais pas très rassuré, mais bon, j'avais tout un appareillage comme tu peux imaginer pour monitorer tout ça. Et puis, soins intensifs, 10 surveillance 24 heures sur 24. Donc après, j'étais bien content d'être là. Voilà, ça c'est un peu pour comment ça s'est passé. Et puis la maladie de Lyme, t'as appris oui, ça alors voilà, donc le lendemain matin, donc là après j'ai pu enfin dormir, on m'a laissé dormir, j'ai dit enfin je peux dormir. Le lendemain matin, évidemment qu'il y a tout le monde qui débarque au CHUV, pour ceux qui connaissent un peu le CHUV, en général il y a une batterie de gens, et puis là moi c'était un cas en plus un peu spécial. Donc je pense qu'il y a entre 8 et 10 personnes qui ont dû débarquer le matin, mais j'étais content de les voir, parce que je me suis dit bon, on s'occupe de moi, on va me soigner, c'est génial. Dont au moins 2 professeurs et tout ça qui sont venus. Et puis très vite, ils ont fait une analyse du sang et on me dit est-ce que vous êtes vous avez été piqué par un tic? Moi je dis non, pas que je sache et tout. Alors ils continuent les questions. Est-ce que vous êtes allé en forêt dernièrement? Dernièrement non, mais réfléchissez bien, ils insistaient vraiment. Puis je dis oui, oui, je suis allé, mais bon, c'était il y a 2 mois. Il dit c'est ça, vous avez été piqué par un tic. Puis moi j'étais bon, ok, et alors, donc vous avez la maladie de Lyme, ok, donc je commence à poser j'aime bien comprendre moi les choses dans la vie, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? Et là on commence à m'expliquer que c'est comme une bactérie en fait qui est dans le sang et qui allait se loger pile au mauvais endroit, c'est-à-dire à l'endroit où, comme on m'a expliqué, le cœur donne le rythme. Et il y a un endroit, on m'a dit, imaginez que c'est comme un chef d'orchestre, et un orchestre, l'orchestre c'est votre cœur, le chef d'orchestre qui donne le rythme. C'est comme si le chef d'orchestre il fait n'importe quoi et l'orchestre joue n'importe comment. Donc en gros, mon cœur, c'était du grand n'importe quoi. Ils m'ont dit, vous avez beaucoup de chance d'avoir eu le réflexe, en tout cas vous avez eu le bon réflexe de nous appeler tout de suite. Vous avez eu de la chance de vous être relevé après votre malaise, on va dire, parce que voilà, ça aurait pu se terminer dramatiquement. À savoir que ma fille était avec moi à ce moment-là chez moi, donc mes parents avaient pris le relais, donc tant mieux, tout était sous contrôle. Et donc à ce moment-là, je sais que j'ai la maladie de Lyme et j'ai droit donc à des injections d'antibiotiques pour nettoyer tout ça. Pour la petite histoire, j'ai eu 4 semaines d'antibiotiques par intraveineuse, donc c'était vraiment coriace. Et j'ai fait 2 semaines au CHUV, dont peut-être 2, je ne sais plus les jours exacts, mais on va dire 2 jours aux soins intensifs, je pense. Et voilà, pour donc l'histoire en général. Une sacrée histoire. Oui. Et puis suite à ça, justement, tu me parles que tu as commencé à avoir des intuitions. Oui. Typiquement une histoire de plafonnier. Exactement, oui, c'est ça. En fait, c'est assez fou cette histoire. Quand je la raconte, j'ai un peu de peine à y croire moi-même. Donc le lendemain, quand je me croyais vraiment nouveau, je pensais que je pourrais sortir 2 jours après, moi naïvement, mais bon. Le lendemain, j'étais toujours dans ma chambre seule et puis les journées étaient un peu longues, hein, mais j'étais tellement heureux et dans la gratitude d'être en vie que le temps avait pas finalement une grande importance pour moi. Et à ce moment-là, je passais beaucoup de temps à regarder un peu tout ce qu'il y avait dans ma chambre, dont notamment quand on est alité toute la journée, on a tendance des fois à regarder un peu vers le haut comme ça. Et là, il y a ce plafonnier qui était là comme ça, qui éclairait bien toute la pièce et que je regardais. Et puis à un moment donné, j'ai dû, c'est mon interprétation, peut-être que c'est faux, mais c'est comme si j'allais un peu m'assoupir. Et j'ai vu, je ne l'ai pas vu réellement, mais j'ai eu comme une intuition peut-être de ce plafonnier qui me tombait dessus. Et du coup, sursaut, j'ai eu un peu peur et tout ça. Puis on m'a dit, ah non, c'est que comme un mauvais rêve, entre guillemets.
Et puis bon, j'oublie ça pour l'instant et la journée se déroule normalement aux urgences. Et ce qui se passe en fait pendant la nuit, c'est que j'entends un gros boom comme ça, peut-être au milieu de la nuit. J'ai aucune notion du temps. Il faut dire qu'il y a 13-14 ans en arrière, bon déjà les téléphones, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas des smartphones. Ouais. Et j'avais interdiction de le toucher parce qu'avec tout l'appareillage, tout ça, il ne fallait pas que ça crée des interférences. Donc j'avais aucune notion du temps, j'avais pas de montre et tout. Mais je savais que c'était la nuit. Et à ce moment-là, il y a l'infirmière qui vient et qui me dit « mais tout va bien, il y a eu un gros bruit, ah vous avez entendu aussi ?» Moi, je lui dis, je sais pas, moi je suis couché, je vous assure, je n'ai pas essayé de me lever. Elle dit, non, mais je vous crois. Ah, rendormez-vous, c'est rien, quoi. Et le lendemain matin, l'infirmière de jour qui vient pour les soins, et elle me dit, ça c'est dingue, il y a le plafonnier là, qui est juste à côté de votre lit, là, comme ça. Là. Puis moi, là j'ai fait des grands yeux comme ça. Elle me dit, déjà, c'est pas commun qu'un plafonnier tombe pendant la nuit, sans raison, comme ça. Et là, moi, j'ai commencé un peu pour être honnête avec toi, à flipper un peu. Je me suis dit, mais je commence à avoir des prémonitions, ça me stressait un peu. Il faut dire qu'il y a 13 ans en arrière, moi, tout ce qui était spiritualité, intuition, il ne fallait pas trop m'en parler. Voilà, je n'étais pas du tout là-dedans, on va dire. J'ai bien changé depuis, mais voilà, à l'époque, non, moi, je veux que du tangible, que de la matière. Plutôt cartésien. Oui, clairement cartésien. Ouais. Terre à terre, mais dans le sens un peu fermé à l'époque. Complètement fermé, ouais. Mais peut-être aussi par peur de ressentir des choses. Peut-être qu'il y avait une sorte de pudeur, je ne sais pas comment dire. Oui. Et bref, voilà l'histoire du plafonnier qui était assez dingue. Et puis il y a eu une autre expérience qui s'est passée parce qu'évidemment il n'y a pas eu que ça pendant la nuit. C'est qu'en fait là où j'étais, il y avait donc j'avais une fenêtre un peu au loin parce que la chambre était assez grande. Et il n'y avait qu'un lit dans cette chambre. Et je pense qu'ils devaient faire des travaux ou de la peinture, je ne sais pas, à l'extérieur. Ils avaient mis des filets de protection. Et puis forcément, ces filets de protection, je pense qu'avec la peinture, il devait y avoir des marques. Puis quand il commençait à faire sombre, ça faisait un peu comme des ombres. Et là, je croyais voir, de nouveau, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme s'il y avait un loup qui se promenait à l'extérieur. Donc un loup à Lausanne, près du Chuf, c'est assez peu probable, on va dire. Peut-être un renard à la limite, mais un loup, non, il y a très peu de chances que ça arrive. Et puis après, j'ai vu un faon. Donc un faon et un loup, non, je pense que clairement... c'était pas là, réellement, mais voilà. Et j'y croyais tellement, j'étais tellement persuadé que c'était... Et le loup était en train de vouloir manger le faon, mais en plus, il voulait le manger comme un serpent qui gobe sa proie, tu sais, en mode très lentement. Et là, je vois ça, et je commence à dire, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas me lever, je suis alité, mais je peux pas laisser ce loup manger ça. Et tu te souviens, toi, dans quel état t'étais ? Est-ce qu'on t'avait donné... Oui, il y avait un peu de sédatif, je pense, et puis pour aussi me détendre globalement, et puis clairement, j'étais pas... au top de ma forme au niveau de la fatigue. Donc je sais que je dormais un peu quand je pouvais, mais bon, on dort pas super bien quand on a des appareils un peu partout. Après, ça veut pas dire que c'est faux, ça peut être tout à fait des visions, parce que des fois, certaines substances nous permettent aussi de ressentir des choses qui sont en lien peut-être avec le monde spirituel, mais qu'on n'explique pas complètement. Et ça, je peux pas... Alors, j'ai pas aucune explication, si ce n'est que de répéter ce que j'ai ressenti et vu, enfin cru voir en tout cas. Et là, à un moment donné, j'étais tellement, j'ai envie de dire, dans mon trip, que je sonne là, pour que l'infirmière vienne. Elle vient, et comme il faisait un peu sombre, elle pensait que je dormais à moitié, mais moi, j'étais bien réveillé à ce moment-là. Et puis, je lui ai dit, mais vous savez, il y a quelque chose là à la fenêtre. Mais j'étais moi, j'y croyais, donc forcément, en le disant à l'infirmière, sur le moment, elle voulait vérifier, quoi. Et je lui ai dit, il y a quelque chose, il y a un animal dehors et tout ça. Puis bon, je n'osais pas dire ce que je te dis là, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Et à ce moment-là, elle sort la lampe de poche, elle commence à éclairer, elle fait même venir une collègue, elle vient, elle regarde. Puis moi, j'insistais et j'ai même pris, avec le recul, c'était ridicule, mais j'ai pris le haricot, là, tu sais, en fer, là, et elle me dit, non, vous ne lancez pas contre la vitre, calmez-vous, on regarde. Et là, je me calme, je me détends, et je dis, mais faites quelque chose. Et là, elle me dit, mais il n'y a absolument rien. Et là, je me rends compte que c'était un pur délire, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou une vision, quelque chose peut-être influencé par les médicaments, on va dire. Et puis là, on a ri quand même, j'avoue. Les infirmières, elles ont vu que j'étais quelqu'un qui aime bien rigoler, du coup, elles se sont permis de rire un peu, puis je pense que ça leur a fait aussi du bien, parce qu'elles sont dans un environnement pas tellement drôle, on va dire, sans intensif évidemment. Et bref, on a un peu rigolé les trois de ça, puis après je me suis dit, arrête ton délire.
Mais ce qui est marrant, c'est que ça s'est passé le même jour. En fait, la première nuit, le plafonnier, et la nuit suivante, l'histoire du loup et du faon. Ouais. Par contre, le plafonnier, ce qu'on peut quand même dire, Oui. c'est important, c'est que ça a été vérifié. Ça a été vérifié, Parce que oui. c'était vraiment une intuition. Oui, exactement. Si c'était juste une hallucination, il ne serait pas tombé. C'est ça, là, ouais. Tu vois? Exact. Ouais. Donc, si tu étais dans le même état que le plafonnier, moi, j'aurais tendance à dire que c'était sûrement quelque chose de vrai quand même, que tu as capté. Maintenant, ça peut être symbolique aussi, tout ça. L'histoire du loup, est-ce que c'est une partie de toi qui est en train de se transformer, tu vois, à cette époque-là? Ça peut être beaucoup de choses. Exactement, j'ai même une amie qui avait un livre de signification des animaux dans les rêves et tout ça, puis elle m'a dit, le loup, là en l'occurrence aurait pu être en forme de prédateur hein, dans ma vision, et puis le faon pouvait, donc c'est ce qu'elle m'a interprété, que ça pouvait représenter mes enfants, que quelque chose essayait de manger mes enfants, puis le fait que je me suis battu et que j'ai trouvé la force en moi pour mes filles, parce que c'était exclu. Voilà, si c'est mon heure, c'est mon heure. Mais en l'occurrence, j'étais en mode non, pas maintenant, non, pas là, quoi. Non, j'ai encore des choses à pouvoir amener, quoi. Mais des fois, on ne choisit pas, évidemment. C'est ça, mais bon, tu étais super jeune en plus que ça. Ouais, j'avais 30 et des brouettes, plus que 30 ans, 33. C'est pas le moment, quoi. Ouais, non, disons que on dira qui est prêt, hein, mais voilà, c'est un grand débat, mais voilà, là, en tout cas, j'ai essayé de me battre comme je pouvais, et puis je tiens aussi, en parenthèse, à remercier tout le personnel soignant qui ont été d'une efficacité au top, d'une disponibilité, d'une aimabilité. Enfin, on a tendance des fois à prendre ça pour acquis. Et je trouve que ces gens font un travail remarquable. Et voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse pour les remercier. Peut-être que souvent, ou dans un autre pays, peut-être que tu ne serais plus là. Peut-être bien. On ne sait pas. Peut-être bien, effectivement. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même bien bossé. Oui, alors ils ont super bien bossé. Ils m'ont dit que j'avais fait ce que je pouvais faire, c'est-à-dire de rester calme et de m'accrocher à la vie tant que possible, ce que j'ai fait. Et oui, et par rapport à la vision du plafonnier et puis on va dire du loup et des faons, le lendemain, quand je raconte un peu ça, parce que mon frère était venu me trouver le lendemain, et il a dit mais faut que tu joues au loto. Évidemment, aucun bon numéro, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Après, maintenant c'est vrai que quand on en reparle, tout ça. On peut rigoler de cette période-là, de ces événements, parce que voilà, ça se termine bien. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je ne peux pas l'expliquer moi-même, mais comme tu dis, je pense que... En tout cas, ça a sûrement ouvert quelque chose. Moi, j'expliquerais ça comme ça. Clairement, au niveau énergétique, au niveau spirituel, que tu t'es rendu compte au fur et à mesure du temps qui passe. Exactement. C'est ça. Exactement. Parce que tu parles d'une paix intense aussi. Oui. Alors ça, c'était incroyable. C'était franchement le plus beau cadeau que j'ai eu, parce que c'était pas un cadeau, hein, ces jours-là. Surtout que j'étais en plus séparé de ma famille à l'époque. Alors à chaque fois que des gens venaient me voir, c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Les gens qui viennent te voir quand tu es à l'hôpital, tu es alité, 2 semaines, c'est vrai que c'est long, quoi. Après, vers la fin, j'ai pu un peu marcher. D'ailleurs, quand on peut se lever du lit, c'est juste génial aussi. Mais le premier petit déjeuner, c'était un moment juste merveilleux, magique. C'est-à-dire que, évidemment, on me donnait peu à manger parce qu'il fallait y aller mollo avec l'estomac, la digestion, tout ce qui demandait un effort. C'était un peu, très, très restreint. Donc j'ai eu droit je pense que, sans exagérer, j'ai dû avoir genre une biscotte avec de la confiture, mais je me rappelle comme si c'était hier, c'était la confiture, je crois, enfin non, je suis sûr, d'abricot avec du beurre. Rien d'incroyable en soi, même la plupart des gens pourraient râler, moi le premier, en disant mais c'est quoi ce petit-déj ? Et en fait, j'ai dégusté, j'ai dû manger cette biscotte en, je sais pas, 10 minutes, chaque bouchée, j'étais dans une gratitude profonde de dire merci à peu importe à quoi, moi je crois en Dieu, tout ça, mais merci à l'univers, merci à toutes les personnes aussi, les gens physiques plus le reste, qui m'ont aidé à être encore là. Merci de me donner une deuxième chance, quoi, finalement. Et puis la paix, oui, quand tu parlais de paix, effectivement, ce côté les journées, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, et tu as le temps d'être vraiment bien là dans ton corps, d'être bien ici, même si tu as des douleurs par-ci par-là, même si tu aimerais faire autre chose, mais vraiment ce sentiment de paix intense, de gratitude incroyable, et de sérénité, de sérénité aussi. Puis sur ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'être comme un de ces moines bouddhistes, tu sais, en mode juste
tout est beau, tout va bien, la vie est belle. La vie est belle, voilà, s'il fallait résumer. Même si réellement tu ne devais pas être encore très bien, non. Mais pourtant ça te suffisait pour te sentir bien mieux déjà qu'il y a quelques heures avant, quoi. Exactement, et puis la perspective, alors même si j'étais à fond dans l'instant présent, je pense que là clairement, j'avais quand même aussi cet espoir finalement de se dire de jour en jour j'irai de mieux en mieux, de jour en jour je vais faire des progrès, ces antibiotiques vont faire effet, un jour j'espère qu'on va me retirer, d'ailleurs on me l'a retiré le pacemaker parce qu'il était provisoire du coup, on me l'a retiré avant que je ressorte du CHUV. Et puis la perspective de revoir mes enfants, de revoir mes amis, ma famille, tout le monde, c'était un élément de motivation énorme, quoi. Ouais. Et voilà, quoi, en gros, pour résumer c'est intéressant. Cette histoire. Ouais, vraiment. Puis après, tu me disais, alors il y a 4 ans, donc je ne sais pas à quoi ça correspond, mais il y a 4 ans en arrière, tu as découvert le développement personnel un peu plus. Oui. Alors je fais juste encore une parenthèse avant. En sortant du CHUV, donc j'étais rétabli, j'avais pas de séquelles, ce qui est génial. Par contre, pendant encore 2 semaines, j'ai eu des antibiotiques. Donc tous les jours, j'avais le CMS qui venait donc une infirmière qui venait m'injecter le produit. Et je faisais des cauchemars toutes les nuits. Je me voyais mourir sous l'eau, en fait, noyé. Mais toutes les nuits. Et un jour, si j'en parle de ça, c'est parce que c'est un lien avec la suite. On m'a conseillé d'aller voir un hypnotiseur, en fait. Et puis, j'étais pas du tout prêt pour ça parce que j'étais en mode, pour moi, l'hypnose, j'y croyais absolument pas. C'est que des charlatans. Je tiens à le dire que j'ai complètement changé d'avis depuis. Je suis allé voir, on m'a dit, mais la personne qui me l'a recommandé m'a dit, mais je te paye la séance. Comme ça, au pire, si ça ne te plaît pas, tu n'auras rien déboursé. En gros, tu auras, entre guillemets, perdu 1 heure, mais bon, perds jamais vraiment 1 heure. Et je vais voir cette personne et il fait la technique EMDR, je ne sais pas si tu connais. Avec les yeux. Voilà, c'est Eye Movement Desynchronization. C'est un terme anglais qui, en gros, c'est effacer un traumatisme. Là, clairement, c'était un traumatisme, ce qui m'est arrivé. Et puis, vu que je faisais des cauchemars toutes les nuits, en une seule séance, c'était vraiment bluffant. J'ai fait une séance de EMDR, j'ai plus jamais eu de cauchemar. Je me suis plus jamais réveillé la nuit. Alors, comme tout le monde, je peux me réveiller la nuit en faisant des cauchemars, mais plus en me voyant mourir noyé. Donc, je me voyais vraiment sous l'eau en train d'agoniser, quoi. Et chaque fois, je me réveillais juste avant que j'ai plus d'air. En fait. Et, donc horrible, hyper pénible. Hyper pénible, et puis en sueur, vraiment, mais vraiment, c'était vraiment un rêve hyper réaliste, on va dire, un cauchemar. Donc du coup, cette technique d'hypnose, parce que c'est une forme d'hypnose, ça t'ouvre au développement personnel? Alors ça ouvre encore une deuxième porte, parce qu'il y en avait déjà une qui était ouverte, où je me dis, waouh, c'est pas mal, et tout ça, ça m'intéresse. Mais, parce que je suis quand même dur à convaincre, le problème c'est qu'après tout ça, je reprends ma vie gentiment, le train-train quotidien si je puis dire, mais je reprends le travail. Et puis après, il y a de nouveau toutes les préoccupations du quotidien qui viennent s'ajouter, si tu veux, et qui ont mis tout ça un peu de côté. Mais j'ai toujours eu un peu de l'hypersensibilité, plein de petits signaux qu'on me donnait par-ci par-là, mais que je pense que j'ai sciemment choisi d'ignorer. Mais il y a 4 ans, pour revenir à ta question, j'ai ma chérie qui me propose d'aller à un salon à l'Istica à Lyon. Et je vois une personne qui fait une présentation ou qui commence en disant « Dans la vie, on a toujours le choix ». Et là, ça m'a fait comme ça, genre comme comment dire, un déclic. Un déclic, merci. Où je me dis « Mais c'est vrai, en fait, dans la vie, on a toujours le choix ». Simplement, il faut les assumer. C'est autre chose, mais on a toujours le choix. Et puis, je me dis, mais il faut que je revoie cette personne. J'ai trop aimé cette conférence. Et puis voilà, là, c'était parti. Mais alors là, c'est parti en mode décollage d'avion, où vraiment, en plus, c'était juste, ce qui est assez fou, c'était juste avant le Covid. C'est-à-dire, c'était l'année du Covid, c'était février, là, où ça s'est passé. Après, ce qui est arrivé avec le confinement et tout. J'ai jamais autant lu de ma vie de bouquins sur le développement personnel, la spiritualité, et puis la philosophie et autres. Et tout ça me passionnait complètement. Et là, alors là, la porte, elle s'est vraiment ouverte en grand, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai commencé aussi à découvrir des synchronicités que je voyais sûrement pas avant, qui étaient probablement là. Et une que je peux partager avec toi, qui était bluffante. Un jour, je travaillais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans en arrière, j'étais en télétravail.
J'étais sur mon ordinateur en train de chercher une information dans notre système informatique. Et j'avais un code à 6 chiffres que je devais rentrer. Et puis je m'excitais sur ce code parce que je ne trouvais pas l'information. Et puis je voyais passer l'heure, puis j'en avais marre de cette journée, j'en pouvais plus, puis j'avais envie de partir. Et puis je dis à 5 heures, je pars et je vais voir ma chérie. Et ce code-là, j'ai tapé 3, 4, 5 fois dans le système, ça. Puis bon, au final, je trouve enfin ce que je cherche. Bon, je plie bagage, je prends ma voiture, je pars. Je m'arrête au premier feu. La voiture qui était arrêtée devant moi avait un numéro de plaque VD avec exactement le même numéro que je venais de voir avant. C'est fou, ouais. Et là, j'ai commencé, c'est complètement fou, là j'ai commencé à rigoler. C'est-à-dire que le stress que j'avais eu, l'énervement d'avant, il s'est complètement effacé pour que la joie revienne, le côté genre, mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'explication. J'en ai même, cette petite histoire, j'en ai parlé avec mes collègues d'ailleurs, ça a fait rire tout le monde. Tout le monde s'est dit, c'est un truc de dingue ton histoire, quoi. De voir le numéro, qui est un numéro qui est connu de mes collègues et moi, c'est déjà un peu spécial, on va dire, mais de l'avoir un peu martelé, si je puis dire, avant, et de le voir apparaître devant moi, je me dis, je me rappelle avoir même remercié, dire merci pour ce moment magique, quoi. Voilà. Et tu sens que ça te fait quelque chose de particulier au fond de toi. Complètement. Parce que le numéro, c'est une chose, mais ça te crée une émotion, quelque chose qui est... Une joie intense, des frissons. Moi, je marche beaucoup aux frissons. Tout d'un coup, je commence à avoir les poils qui se dressent. T'as rien que d'en parler, j'ai limite les poils qui se dressent. C'est ça. C'est vraiment c'est des petits moments magiques, j'ai envie de dire, comme ça, dans la vie. Donc là, tu étais lancé sur ton parcours de développement personnel, des synchronicités qui se mettent en place. Exactement, oui. Et puis, ça n'arrête pas d'avancer dans ce sens. Ouais, j'en ai encore une autre à partager. Enfin, j'en ai beaucoup, mais je ne vais pas trop en partager parce que voilà. Oui. Mais j'écoute beaucoup Spotify en aléatoire. J'adore faire mes playlists. Et des fois, j'ai des synchronicités avec la musique. J'en ai une qui est pas mal. J'étais dans le bus. On est allé à New York dernièrement. Et puis, je prends le bus pour aller à la banque pour retirer des dollars. Et juste avant d'arriver devant la banque, à Lausanne, là, au centre-ville, j'ai une chanson qui vient où ça dit « I need dollar, dollar, dollar is what I need ». Et là, je suis sorti du bus avec un smile. Déjà, j'étais content parce que j'allais pour un truc qui me faisait plaisir de base. Mais je dis, et là, à chaque fois, je remercie. Je dis, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne peux pas nommer. Mais je dis, c'est trop gros pour que ce soit un hasard. Pour moi, un hasard, ok, peut-être vous rencontrez quelqu'un dans la rue qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On peut dire que c'est le hasard, mais... Quand on dit, quand on vit ce genre de choses, après, il y a des gens qui trouveront une explication, peu importe, mais pour moi, c'est ces moments magiques de synchronicité. Et comme ça m'amuse, comme ça me fait rire en général, ça me fait du bien. Et du coup, pourquoi pas en profiter, quoi. C'est ça. Je ne sais pas si tu sais, mais scientifiquement, ça a été établi que la chance, c'est 30%. Ah non, je ne savais pas. Donc, quand on est au-delà de 30%, c'est qu'il y a un phénomène autre. Que simplement ce qu'on appelle le hasard. Voilà, donc je pense que ça confirme que les 70 autres %. C'est ça. Et puis après, tu me disais aussi que tu avais beaucoup de clairs ressentis. Donc là, tu parlais des frissons juste avant. Oui. Tu ressens beaucoup avec ton corps au niveau de la peau Exactement. En fait, depuis quelques mois maintenant, déjà depuis quelques années, j'ai fait du coaching de vie et tout ça, parce que j'aimais beaucoup les échanges avec les gens, tout ça, poser des questions, essayer d'aider finalement la personne en face de soi. Et je remarquais déjà que je ressentais un peu les émotions de la personne. Et puis un jour, j'ai fait carrément des sessions individuelles avec un enseignant d'un collège réputé en Angleterre en médiumnité. Je peux le nommer, Arthur Finlay. Et cette personne que j'avais vue ici, qui venait en Suisse en fait, avait donné des cours de guérison spirituelle. Et puis j'ai trouvé ça génial. Et puis j'avais vraiment l'impression de ressentir quelque chose avec mes mains. Mais je voulais aussi voir dans la globalité, enfin pas qu'avec les mains, genre le verbal, le corps et tout ça. Et un jour, je fais une session avec lui et il me demande si je suis d'accord qu'il fasse venir une de ses étudiantes là-bas, au UK, pour faire un exercice, c'est-à-dire d'essayer de ressentir ce que ressent la personne par caméra interposée. Puis moi, je me dis, je ne vais jamais y arriver, quoi. C'est un truc vachement... pas perché, mais c'est chaud, quoi, quand même. Et j'étais pas du tout stressé à ce moment-là, j'avais pas du tout d'attente. Au contraire, j'étais en mode tranquille, mais vraiment détendu. Et là, je vois la personne en face de moi et je ne sais pas comment te dire, mais je ressens un stress énorme, une envie de vomir, mais vraiment hyper puissante. Et puis, je dis à l'enseignant on était en Zoom à ce moment-là, les trois, et puis il me dit « Dis tout ce que tu ressens ».
Et je dis, écoute, je ressens beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, une peur intense que je n'avais pas il y a encore 15 secondes, quoi. Et je demande à la personne en face de moi, et c'est parce qu'on avait le droit évidemment de partager nos ressentis, et elle me dit, mais oui, exactement. Je dis, mais comme si je vais vomir. Elle me dit, oui, c'est ça. Ouais. En fait, j'ai ressenti son stress, quoi. Et voilà, c'est pour répondre à ta question. Et puis après, dans ma pratique, parce que je travaille à 80% en entreprise, et puis maintenant je suis à 20% où je donne des soins énergétiques et je fais du coaching de vie. Et ouais, quand je pose les mains, mais même pas besoin de poser les mains sur la personne, rien que d'être en face de la personne, je ressens si elle est stressée. Alors c'est pas non plus, comment dire, comme ça, en claquant des doigts. Mais alors, il y a le non-verbal qu'on peut voir, une personne qui est sans cesse en train de se frotter les mains sur son jeans, peut-être qu'elle stresse, évidemment. Ouais. Mais il y a tout le non-verbal qui n'est pas exprimé que je ressens. En fait, plus je m'entraîne à ça, plus je développe, plus je le ressens, en fait. C'est ça. Et je ressens aussi, si je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, c'est parfois assez compliqué, genre des concerts comme ça. Si je viens voir par exemple un artiste que j'adore, je me mets dans ma bulle et je prends du plaisir dans le concert, aucun souci. Mais si je vais voir un artiste que j'aime peut-être un peu moins, je me sens vite envahi par la foule, quoi, de tout ce qui brasse autour de moi. Ouais. Donc j'évite les concerts si ce n'est pas vraiment des groupes ou des artistes que j'apprécie vraiment. C'est marrant parce que dans ce que tu dis, ça montre que quand tu es focalisé sur quelqu'un ou quelque chose, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que tu es moins focalisé, tu captes tout ce qu'il y a autour de toi. Exactement. C'est un peu ça. Ouais. Et puis des fois, c'est simplement en famille, quoi. S'il y a un peu de négativité, je la ressens, puis ça m'envahit. Puis des fois, ce que je fais, c'est dans mon tempérament, j'aime bien faire un peu le pitre. Je surjoue, en gros. J'essaie de faire rire les gens pour détendre l'atmosphère. Alors, j'ai pas besoin de le faire, mais c'est plus fort que moi. J'ai envie de le faire pour rendre les gens heureux. C'est pas le mot, parce qu'on peut pas rendre les gens heureux, mais essayer de... c'est bon, détendre l'atmosphère, ça va aller, tout va bien se passer. Des fois ça marche, des fois ça ne marche absolument pas. Le problème, c'est que si ça marche pas, j'ai tendance à m'épuiser pour rien. Puis moi, avec tout ce que tu as vécu aussi, tu te rends compte qu'il y a plein de petites choses qui sont pas si dramatiques que ça, j'imagine. Exactement ça. Moi, je dis souvent à qui veut l'entendre, pour moi, je prends la vie comme un jeu, en fait, comme un grand jeu. Et puis en fait, un jour, quelqu'un disait, le jeu, G-E-U, ça ressemble au jeu, J-E, pardon. Le son est presque le même. C'est intéressant de dire, oui, si on arrive à des situations dramatiques, il faut vivre les émotions, il faut vivre les choses. Mais parfois, il y a des choses pas si graves que ça, où on se fait un film. Moi, le premier, surtout que ça turbine et tout, je me dis, c'est la fin du monde. Alors qu'en fait, deux semaines après, on dit, mais comment je me suis mis dans un état pareil? Et parfois, j'arrive à me dire, et je le dis des fois à mes filles d'ailleurs, prenez parfois, quand vous pensez que c'est approprié, la vie comme un jeu. Jouez avec la vie, jouez avec les gens, jouez avec les situations. Et vous-même, vous trouverez par quel moment vous pouvez jouer, quel moment il ne faut pas jouer, parce qu'il y a des trucs sérieux, on ne peut pas jouer, on est d'accord. Mais moi, j'essaye toujours de trouver le jeu, parce que quand je joue, je suis dans la joie, et quand je suis dans la joie, je me sens bien, et du coup, je m'exprime pleinement, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça. Ouais, je pense que c'est un bon message pour peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent hypersensibles, d'être un peu plus dans la légèreté. Parce que souvent, on a le mental qui turbine, comme tu dis, moi j'ai le même problème. Et après, je deviens trop sérieux, et puis c'est le début de la fin, quand on est trop dans la tête. Exact. Puis après, je sais pas toi, mais moi, des fois, je me pourris les nuits, parce que pendant la nuit, je réfléchis à des trucs, et puis je me dis, mais... En fait, de temps en temps, rarement, j'arrive à me remettre dans le passé, à ce moment où j'étais à l'hôpital, en disant « Écoute, tu sais ce que c'est l'instant présent, tu l'as vécu vraiment, fortement. Essaye de te dire, là, l'instant présent, c'est dormir, te reposer. » Mais malheureusement, c'est pas si simple. C'est ça. C'est pas si simple, suivant les situations. Ouais, si ça te fait comme moi, tu penses à des trucs pour le lendemain ou dans une semaine. Puis en fait, ça n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas agir sur le moment. Donc on est en train de se préparer un scénario qui n'est encore pas là. Oui. C'est comme si on regarde un film en avance. Exact. Ou en avance rapide. Oui, ça n'a pas de sens, exactement. on ne comprend pas le truc. Ouais. C'est ça. Et puis aussi, un truc que moi, de base, je suis, je veux toujours tout bien réussir, perfectionniste. Et j'ai appris à lâcher ça, parce qu'on se fait tellement de mal quand on veut être perfectionniste, et puis de lâcher un peu ce contrôle, parce que quand on est perfectionniste, on veut tout contrôler, et on se rend compte que... Mais comme ça fait du bien, quoi. Comme on respire de nouveau, quoi. Et de nouveau,
c'est un apprentissage, donc c'est pas du jour au lendemain qu'on y arrive, mais quand on y arrive, on se dit ah ouais, mais en fait, laisse faire les choses, quoi. T'as pas de contrôle sur tes enfants, quoi. Je veux dire, elles vivent leur vie, quoi. Tu peux les accompagner, mais tu peux pas tout cadrer, tout contrôler, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu retiens de... Parce qu'il y a eu forcément les hauts et les bas, mais avec cette sensibilité aujourd'hui, si tu devrais ressortir du positif, est-ce que tu es content de l'avoir? Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de saveur dans la vie de tous les jours? Oui, clairement. Clairement, il y a plus de saveur parce que je me sens beaucoup plus connecté aux gens, en fait. Avant, j'étais très renfermé sur moi-même, sans doute pour me protéger. Quand j'étais enfant, j'étais dans ma bulle, vraiment à l'écart. J'avais énormément de peine d'aller vers les gens. Heureusement, avec le temps, on s'ouvre. Hein. Et je me rends compte, cette sensibilité, le fait de mieux percevoir, comprendre les gens, c'est mieux les accepter. Et de mieux les accepter, c'est plus facile d'aller vers eux. Alors qu'avant, j'étais en mode, désolé de le dire, mais il y a des gens, avec certains, ça passe pas, hein, on va se dire des choses comme ça, et on est jugeant, quoi, de se dire, ah mais cette personne, quelle... et puis du coup, je l'évite. Puis quand on essaie de comprendre les gens, on n'a plus ce jugement de dire il est bête, ou il est ci, ou elle est ça, mais plus, ah oui, il ou elle a peut-être une expérience de vie qui fait que je comprends. Ça ne veut pas dire que j'approuve tout, hein, pour autant, mais au moins je le comprends et du coup j'ai beaucoup plus de facilité à entrer en interaction avec des gens que dans le passé parce que finalement on est des milliards, on est tous différents, on a tous, je pense, des choses à s'apporter les uns les autres. C'est ça. Et puis même sur la personne qui paraît peut-être moins bien de premier abord, il y a sûrement de la lumière aussi. Exact. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est magique quand on laisse la personne pouvoir s'exprimer. Et dans le coaching, c'est ce qui me fascine, c'est de pouvoir aider la personne à accompagner, c'est pas de la manipulation bien entendu, mais de pouvoir poser des questions à la personne pour qu'elle puisse elle-même trouver les ressources qui vont lui permettre de briller, quoi, en quelque sorte. Donc ça, je trouve ça mais magique, vraiment. Donc ton rôle dans tes séances que tu proposes, c'est aussi de ressortir la lumière de la personne. Exactement, ouais. La lumière, moi, alors je fais un peu le parallèle, mais pour moi, je parle souvent de joie, parce que pour moi, la lumière, la joie, c'est... Oui. Après, on peut aussi dire l'amour, tout ça, mais je veux dire, quand on est dans la joie, ça va bien, on est d'accord, et du coup, la lumière, elle se diffuse, elle se répand plus facilement à ce moment-là. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Oui, je suis d'accord. Ok, parfait. C'est joyeux, et puis alors moi, j'ai pas d'enfants, mais toi, t'en as. Tu te rends bien compte que quand les enfants, ils sont dans la joie, ils sont plus alignés d'eux-mêmes. Totalement. Et on devrait aussi garder cette joie-là. Et c'est contagieux, c'est ce que je voulais te dire aussi. Ce que je trouve magique avec la joie, c'est que quand on est en joie soi-même, on se rend compte que des gens, on peut croiser quelqu'un dans la rue, dire bonjour avec un grand sourire. 9 chances sur 10 que la personne, soit elle nous répond déjà en disant bonjour, soit elle retrouve le smile. Et je trouve, alors sans être de vous payer des bisounours, bien entendu, c'est des choses que malheureusement des fois on manque un peu dans ce monde qui parfois un peu a tendance à nous rabaisser. De nouveau, il faut choisir ses combats. Mais j'ai envie de dire, quand des fois on peut donner le sourire à quelqu'un, ça fait du bien, quoi. Ça fait juste du bien et la joie, la lumière permet de jaillir plus facilement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui serait peut-être hypersensible, qui nous écoute, qui est dans une phase pas facile? Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Un conseil, je ne sais pas, mais ayant vécu moi-même des moments très difficiles de par mon hypersensibilité, notamment une rupture, plus qu'une, mais en tout cas ma première rupture amoureuse, j'ai l'impression que je ne m'en remettrai jamais. J'étais jeune, mais de se rendre compte qu'en fait c'est un cadeau, l'hypersensibilité, parce que le fait alors je répète un peu ce que j'ai dit avant, mais le fait d'être plus en lien avec tout ce qui nous entoure, pas forcément les gens, mais ça peut être les animaux, ça peut même être la nature, la terre, quoi. Quand on se sent bien là, finalement, même si des moments difficiles, on vit des moments de doute difficiles, de peur, on a tous, je pense, des moments difficiles dans la vie, en fait, c'est tellement une richesse, cette hypersensibilité, par rapport aux gens qui se ferment, parce que je pense que tout le monde est sensible d'une façon ou d'une autre, peut-être pas hypersensible, mais sensible. Oui. Il y a des gens qui se ferment totalement à ça. Et c'est comme si, pour moi, je parle d'ouverture du cœur en fait, quand on se cache derrière des choses, on n'ouvre pas son cœur, et donc on ne peut pas vivre la vie pleinement. Malheureusement, vivre la vie pleinement, parfois, c'est se prendre des grosses baffes dans la figure, c'est se prendre des déceptions, que ce soit amoureuses ou autres. C'est se prendre des coups de massue parfois, mais le revers de la médaille, c'est qu'on
on vit des choses vraiment avec la vérité, j'ai envie de dire. Et puis quand on peut ouvrir son cœur, on peut choisir d'ouvrir son cœur dans certaines situations et puis de le refermer pour d'autres. Je le fais moi-même. Ouais. Mais quand j'ouvre mon cœur, par exemple, à ma famille, à mes filles, à ma chérie, eh ben, je sens que la vie, elle est magnifique, quoi. Et ça invite les gens, j'ai l'impression, à faire de même. Ouais. Quelque chose de contagieux. Voilà, de nouveau, on parle de contagieux. Ouais. Dans le bon sens du terme. Bien entendu, ouais. C'est ça. Ouais. Bah, merci beaucoup pour Merci beaucoup. Partage. Merci à toi.